Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 28 janvier à la une de l'actualité. Le président de la République réserve un accueil solennel au président du Conseil de souveraineté du Soudan, général Abdel Fattah al-Burhan, Abdelrahman, en Algérie pour une visite officielle de 2 jours. Al-Burhan affirme que son pays est victime d'un complot régional et salue toute participation algérienne dans d'éventuels dialogues arabes ou régionaux pour sortir le Soudan de la crise. Nous l'écouterons dans ce journal. Le ministre de l'Intérieur procède à l'installation des nouveaux wali délégués d'Aflou et de l'Abyad Sidi Chir, une démarche entrant dans le cadre du développement des potentialités locales et du rééquilibrage régional. Au plan ce soir sur l'une des plus importantes usines de fabrication de câbles électriques du pays, issue d'un partenariat algéro-égyptien, l'unité de Ain Defla produit 13 000 tonnes de câbles annuellement. À l'étranger, alors que les massacres et la famine déciment et guettent les habitants de Gaza, plusieurs pays décident la suspension des aides à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, risquant d'aggraver la situation déjà dramatique dans l'enclave. Culture et patrimoine dans cette édition, et on vous propose une visite du palais d'Ahmed Bey au cœur de la vieille ville de Constantine où il se dresse en témoin d'une ère de l'histoire du pays. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, le président du Conseil de souveraineté du Soudan, pays frère, le général Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman, est arrivé ce dimanche en Algérie pour une visite officielle de 2 jours. Un accueil solennel a été réservé à l'invité de l'Algérie par le président de la République, Majid Tebboune, au siège de la présidence de la République.
Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, le sel lui faudra pour le président de la République, le président du Conseil de souveraineté du Soudan, en passer en revue différentes formations de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs. Le président de la République a posé en compagnie du président du Conseil de souveraineté du Soudan pour une photo souvenir devant la presse nationale et étrangère. Par la suite, le président du Conseil de souveraineté du Soudan a salué les hauts responsables venus l'accueillir. À leur tête, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, et le directeur de cabinet de la présidence, Boualem Boualem. Le président de la République a salué à son tour la délégation qui accompagne le président du Conseil de souveraineté du Soudan. Et toujours au siège de la présidence de la République, le président de la République a eu des entretiens en tête-à-tête avec le président du Conseil de souveraineté du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman. Par la suite, le président de la République, Ahmed Tebboune, a co-présidé avec le président du Conseil de la souveraineté du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman, des entretiens élargis. Ces entretiens ont inclus, côté algérien, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, et le directeur de cabinet de la présidence. Côté soudanais, la délégation de haut niveau accompagnant le président du Conseil de souveraineté du Soudan. Et dans une déclaration conjointe à la presse avec le président du Conseil de souveraineté de la République du Soudan, le président de la République, Ahmed Tebboune, a affirmé que l'Algérie se tient aux côtés du Soudan pour surmonter la conjoncture difficile et faire face aux forces du mal qui le ciblent, saluant les relations séculaires qui unissent les deux pays frères. On écoute le président de la République. تتطابق وجهات نظر الجزائر والسودان حيال عديد من القضايا والمسائل الإقليمية والدولية، والجزائر تقف إلى جانب الشعب السوداني لتجاوز الأوضاع الصعبة التي يعيشها هذا البلد الشقيق الذي تستهدفه هو الآخر قوى الشر، حيث كانت الجزائر ولا تزال مع حل أي خلاف أو نزاع داخلي برؤية داخلية بحتة، بعيدا عن كل أشكال التدخلات الأجنبية، حيث تعود الكلمة الأولى والأخيرة دائما بمكونات الشعب السوداني شقيق. Le président de la République a salué la position du Soudan en faveur de l'accession de l'Algérie au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, relevant la concordance des vues entre les deux pays sur de nombreuses questions régionales et internationales. On écoute. تحيي الجزائر موقف السودان الشقيق الداعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي، وستعمل جاهدة على نصرة القضايا العادلة في القارة الإفريقية والعالم، والحد من وطأة النزاعات والتوترات التي باتت تشكل خطرا داهما على استقرار الدول وطمأنينة الشعوب.
De son côté, le président du Conseil de souveraineté de la République du Soudan a exprimé sa gratitude quant au soutien permanent de l'Algérie au Soudan, saluant le rôle axial de l'Algérie et son soutien indéfectible aux causes justes, affirmant qu'elle poursuivra ses efforts dans ce sens durant son mandat au sein du Conseil de sécurité. Je vous invite à l'écouter. تحية والتقدير لفخامة الرئيس وللشعب الجزائري على مواقفهم التي ظلت دوما تدعم الحق وظلت دوما تدعم السودان في كل ما ألم به من معاضل على مر تاريخه. تناولنا كثير من الموضوعات المشتركة التي تهم السودان وتهم الإقليم. الجزائر بحكم موقفها ومواقفها الثابتة وعضويتها التي نالتها عن جدارة الآن نحن بنحييهم وبنهنئهم على عضويتهم في مجلس الأمن. نتوقع أن تستمر هذه الدولة القوية في دعم ومناصرة الحق الوطني وحقوق الشعوب في أنها تحيا حياة كريمة. تحدثنا في كثير من أوجه التعاون، وجدنا تفهم تام وترحاب بكل قضايا التعاون المتوقعة والمرجوة في أنها تنفذ وتستمر بين دولتينا. Le président du Conseil de souveraineté du Soudan a affirmé que son pays était victime d'une conspiration avec la complicité de plusieurs partenaires régionaux et internationaux, exprimant sa satisfaction quant à la présence de l'Algérie autour de toute table de dialogue ou de négociation arabe ou régionale. السودان معلوم يتعرض الآن إلى مؤامرة، نحن نقول مؤامرة شركاء إقليميين ودوليين، بعض النفوس المشترى من الوطنيين يتآمروا على شعبهم، لكن هذا الأمر في النهاية الإرادة الشعبية الصادقة الوطنية ستنتصر، وفي النهاية السودان سيقف من جديد بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل شعبه وبفضل مساندة الوطنيين من أبناء هذه الأمة العربية والإسلامية. تحية للقيادة الجزائرية مرة أخرى، تحية للشعب الجزائري، ونكرر شكرنا وتقديرنا الكبير جدا وامتناننا لما لمسناه من تفهم لقضايا السودان ومن ترحاب بالمشاركة في تذليله. نحن سعيدين أن الجزائر تكون حاضرة في أي طاولة للنقاش أو للحوار، إذا كانت طاولة أفريقية أو طاولة عربية فهم نصراء للحق، لذلك نحن نرحب بهم دوما ونريد أن نرى حلول السلمية تسير بصورة جيدة حتى نستطيع أن نتجاوز هذه المحنة. Accompagné du ministre des Affaires étrangères, le président du Conseil de souveraineté du Soudan frère, le général Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman, s'est rendu au sanctuaire du martyr où il s'est recueilli à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative. Le président du Conseil de souveraineté du Soudan, pays frère, le général Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman, est arrivé ce matin à Alger. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Ouali Boumediene par le Premier ministre Nadel Arbaoui, représentant le président de la République. Toujours dans le cadre de cette visite au siège de la présidence de la République, le directeur de cabinet de la présidence de la République, Moualem Boualem, s'est entretenu avec le général Sadr Ismail Mahmoud, directeur du bureau du président du Conseil de souveraineté de la République du Soudan.
Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a eu des entretiens également avec le ministre des Affaires étrangères de la République du Soudan, Ali Sadiq Ali Hussein. De son côté, le général Rani Badawi, directeur des industries militaires au ministère de la Défense nationale, s'est entretenu avec le général Ahmed Ibrahim Ali Mufaddal, directeur général des industries de défense de la République du Soudan. Dans l'actualité, suite à la décision du président de la République de promouvoir 7 daïras au rang de wilaya délégués, le ministre de l'Intérieur des collectivités locales, Brahim Merad, a procédé à l'installation de Younes Merrah en tant que nouveau wali délégué d'Aflou dans la wilaya de l'Arouad. Cette démarche met en avant le potentiel de développement de ces régions qu'il est qualifié à se hisser au rang de wilaya délégué. Merad a affirmé à l'occasion qu'il s'agit d'un rééquilibrage régional visant à améliorer la vie des citoyens. Je vous invite à l'écouter. Nous n'avons rencontré à ce jour aucune contrainte concernant les 7 wilayas délégués. Le seul obstacle qui pourrait se dresser est de trouver un cadre idoine qui permettrait à cette wilaya déléguée d'assurer les affaires courantes et de pouvoir prendre des décisions. Concernant son budget, par exemple, il faut mettre en place un organe délibérant. Il devrait y avoir une assemblée populaire élue. Et comme nous avons très peu de temps avant la tenue de la prochaine élection présidentielle, nous préférons donc que cela se passe au premier semestre de l'année prochaine, au niveau des 7 wilayas délégués. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad, a également procédé à l'installation officielle de Mouden Abdrabbi, wali et délégué de l'Abyad Sidi Cheikh. Merad a affirmé que la cadence du développement local dans les wilayas déléguées allait être accélérée grâce au concours du citoyen. On écoute. Grâce à sa promotion au rang de wilaya délégué, en application de la décision du président de la République, l'Abyad Sidi Cheikh amorcera une nouvelle étape de développement avant de la promouvoir au rang de wilaya à part entière, jouissant de toutes les prérogatives qui leur sont attribuées visant la relance économique dans la région. Et cette réunion biannuelle, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tobia, a présidé ce dimanche une réunion d'évaluation avec les présidents des cours, les procureurs généraux près la cour, les juges d'application des peines et les directeurs des établissements pénitentiaires. La réunion est consacrée au suivi de l'état d'avancement de plusieurs chantiers du secteur, parmi eux la gestion des biens saisis et des archives judiciaires, le recouvrement des amendes et des frais judiciaires et l'assainissement des bases de données relatives au mandat judiciaire. Il a été question aussi des priorités de la politique pénale nationale et l'application de la loi pour le maintien de l'ordre public. Les moyens en outre à même de créer un équilibre entre ces exigences et la protection des droits et libertés. Il s'agit également de l'activation d'alternatives aux peines, ce qui contribuera inéluctablement au renforcement de la politique de l'État visant la réinsertion sociale. Direction Ain Defla, où se trouve l'une des plus importantes usines de fabrication de câbles électriques du pays. Pas moins de 13 000 tonnes de câbles y sont produits annuellement. Un modèle d'investissement agéro-égyptien réussi, nous dit Raouf Hamrouch. C'est l'une des premières usines de fabrication de câbles électriques dans la wilaya de Ain Defla. Des câbles anti-feu ou encore des câbles sans halogène. Fruit d'un partenariat algéro-égyptien, cette unité est également le premier producteur de transformateurs et d'accessoires électriques. Au moins 30 000 tonnes de câbles électriques sortent chaque année d'ici. Une production qui a permis à l'Algérie de réduire à hauteur de 35% la facture des importations des câbles électriques, tout type confondus. Toutes sortes de câbles. On a les câbles contrôle, les câbles Mica, tous les types de voltage, de la basse tension à la haute tension, jusqu'au 220 kV, l'OPJW, bien sûr les câbles fibre optique, toutes les sortes de câbles qui le marché algérien il a besoin, donc on a produit chez Souidi Électrique.
Opérationnel depuis près de 15 ans et considéré comme leader dans le marché national, le groupe emploie aujourd'hui près de 3000 personnes en Algérie, des compétences nationales qui aujourd'hui participent pleinement à l'essor de l'usine et à l'exportation de sa production vers 110 destinations à travers le monde. Cela fait près de 15 ans que je travaille ici. Je suis parmi les premiers ouvriers à bénéficier d'une formation de 3 mois en Égypte. Aujourd'hui, comme vous le constatez au niveau de l'usine, ce sont principalement des compétences nationales qui font tourner les machines. C'est une fierté pour nous. Nous avons déjà mis en place un plan d'action quadriennal depuis 2020 qui consiste à l'introduction de nouveaux produits qui seront fabriqués en Algérie. L'objectif est clair, couvrir le marché national et de ce fait ne plus importer. Car aujourd'hui, le groupe, comme je l'ai dit, exporte à travers le monde entier. Je voudrais aussi souligner que l'investissement en Algérie est un investissement sûr et réussi. Les exportations de l'Algérie hors hydrocarbures ont connu une dynamique sans précédent, passant de 1,7 milliard de dollars en 2019 à 13 milliards de dollars fin 2023, ce qui s'inscrit en droite ligne des engagements du président de la République visant à libérer le pays de la dépendance aux hydrocarbures. Les défis environnementaux sont indissociables du développement économique. L'université Djilali Liabès tente justement de se mettre au diapason des nouvelles technologies en la matière. Parmi ces recherches, celles concernant les générateurs de gaz d'ozone. Explication de Mourtar Medkour, commentaire de Mejda Jahmoun. L'équipe de recherche de l'université Djilali Liabès de Sidi Bel Abbès s'est engagée dans le développement d'un procédé novateur de purification des eaux usées en exploitant le gaz d'ozone. Cette approche prometteuse vise à transformer les stations d'épuration en des sources d'irrigation agricole durable, créant ainsi une solution énergétique efficiente et écologique. La caractéristique la plus importante qu'a le gaz d'ozone, c'est l'oxydation. Il élimine les bactéries et les particules fines. Ainsi, l'eau traitée peut être utilisée dans l'irrigation des cultures. Suite à la vague de sécheresse qui a touché le pays et l'Ouest en particulier, nous travaillons sur un projet visant à filtrer les eaux usées en exploitant le gaz d'ozone. Ce gaz a été généré localement au niveau de nos laboratoires en utilisant des générateurs d'ozone fabriqués sur place. La station d'épuration des eaux usées de Sidi Bel Abbès a servi de modèle offrant une solution bénéfique pour les eaux qui affluent d'Oued Mekrra. Ce procédé scientifique reconnu tant au niveau national qu'international propose des solutions avec une dimension à la fois économique et écologique. Je remercie l'État de nous avoir aidés dans la fourniture du matériel nécessaire. Cela nous a permis de fabriquer les générateurs d'ozone. Le projet se concrétise petit à petit. Nous sommes parvenus à fabriquer les générateurs de taille industrielle. L'impact du secteur de la recherche scientifique sur l'économie nationale trouve son expression la plus remarquable à l'université Djilali Liabès, où les efforts convergent vers la conception d'appareils dédiés au nettoyage des panneaux solaires et à la gestion novatrice des déchets médicaux par incinération. Autant d'avancées technologiques au service d'une économie durable. À l'étranger, au moins 129 Palestiniens ont été tués dans la nuit. Un razzia cible de frappes aériennes et de tirs de l'artillerie sioniste. Alors que les massacres et la famine guettent les habitants de l'enclave, plusieurs pays décident la suspension des aides à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Ceci pourrait aggraver la situation déjà dramatique des Palestiniens, a prévenu le secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres a appelé à garantir la poursuite des opérations de l'agence. Belém Damis. Rien ne semble arrêter la machine de guerre sioniste. Malgré les appels internationaux à la cessation des hostilités, les bombardements incessants persistent à Khan Younes. Pire encore, l'armée d'occupation a déployé une campagne d'incitation soigneusement orchestrée contre l'UNRWA. Cette manœuvre perfide vise à effacer la question des réfugiés et le droit au retour à leurs terres. L'impact de cette double menace entre les attaques dévastatrices et la suspension du financement de l'agence par les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, l'Allemagne, l'Italie, la Finlande et la France accentuera la crise humanitaire à Gaza.
De son côté, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté les pays ayant suspendu leur financement à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dans la tourmente à au moins garantir la poursuite de ces opérations essentielles à 2 millions de personnes qui dépendent de l'aide critique de l'UNRWA pour leur survie au quotidien. Cette campagne planifiée menée par l'entité sioniste a été qualifiée par le président du Conseil national palestinien, Rawhi Fettouh, d'une tactique d'un vieux plan d'occupation et représente une mesure de représailles contre le secrétaire général des Nations Unies. Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a jugé que la suspension du financement de l'agence par de nombreux pays est choquante et menace le travail humanitaire actuellement en cours dans la région, notamment à Gaza, et appelle ces pays à revenir sur leurs décisions. Il a même souligné que les Palestiniens de la bande de Gaza n'avaient pas besoin de cette double punition collective supplémentaire. Hier, jusqu'à 150 Palestiniens sont tombés en martyrs lors du siège sioniste de l'hôpital Nasser à Khan Younes, la deuxième plus grande ville de la bande de Gaza. Les Palestiniens ont été contraints d'enterrer les morts dans la cour de l'hôpital, un hôpital confronté aujourd'hui à une grave et dangereuse pénurie de sang, tandis que de nombreux médicaments d'anesthésie ont été épuisés. Sport, handball et retour glorieux de l'équipe nationale après une participation honorable au championnat d'Afrique des Nations. Les Verts se sont malheureusement inclinés hier en finale face à l'Égypte par 29-21. L'équipe nationale a atterri ce dimanche à l'aéroport international Walid Boumediene et a été accueillie par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrahman Hamed. Ce dernier a félicité la sélection nationale, joueurs et staff technique pour la performance réalisée au Caire et a assuré que tous les moyens seront mis à la disposition de l'équipe afin de préparer comme il se doit le championnat du monde et le dernier tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ouvert et bon courage pour les prochaines échéances football à présent. La Coupe d'Afrique des Nations se poursuit en Côte d'Ivoire. L'Angola et le Nigeria sont les deux premiers qualifiés pour les quarts de finale après leur victoire respective hier. Samedi contre la Namibie, 3-0, le Cameroun 2-0. Les deux pays seront opposés en quart de finale vendredi prochain. Deux huitièmes de finale sont au programme ce dimanche. La Guinée équatoriale affronte en ce moment même la Guinée. Et l'autre rencontre mettra aux prises l'Égypte et la République démocratique du Congo. Ce sera à partir de 20h. Culture et patrimoine, pour finir cette édition, on vous propose une visite du palais d'Ahmed Bey au cœur de la vieille ville de Constantine. Il se dresse en témoin d'une ère de l'histoire du pays. Le palais accueille aujourd'hui le Musée national des arts et expressions culturelles traditionnelles. Amina Benbatouche, Amalé Seridir. Situé dans la vieille ville de Constantine, le palais Ahmed Bey fut autrefois la résidence du bey et le centre du pouvoir dans la région. Érigé 10 ans après le début de sa construction, ce majestueux palais se dresse toujours comme un édifice témoignant de l'art de l'architecture ottomane. L'architecture de ce palais est exceptionnelle. Elle se distingue par ses formes et ses décors inspirés des palais orientaux. Ce qui le rend encore unique, c'est les détails ornementaux, incluant des fresques murales illustrant des thèmes visant à mettre en avant la puissance de l'Empire ottoman et le rôle politique prépondérant de ce palais à cette époque. Un édifice qui enchante les esprits et séduit le regard grâce aux tableaux artistiques, ses arcades imposantes et ses salles. On y trouve également des jardins et des espaces verts nous transportant à travers les époques lointaines qui racontent l'histoire des civilisations qui se sont succédées. Il s'agit de la dernière construction érigée à cette époque à Constantine et peut-être même dans toute l'Algérie. Ce qui le distingue, ce sont les jardins qui ont été aménagés autour, faisant de ces espaces verts l'élément central de toutes les pièces du palais. Le palais est désormais baptisé Musée national des arts et expressions culturelles traditionnelles. Il a subi plusieurs opérations de restauration par des experts et accueille aujourd'hui les touristes.
Nous nous trouvons dans l'aile dédiée à la fille d'Ahmed Bey, un espace splendide. Le palais abrite également des passages secrets ainsi qu'une prison et des écuries pour les chevaux. Le palais Ahmed Bey demeure un héritage vibrant, résonnant des échos de l'histoire et de la splendeur d'une époque révolue. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.